histoires que j'avais bien aimées dans le livre. Alors logiquement, si je me souviens bien, elle est pas trop gore, pas trop, voilà. J'ai pas pris vraiment la pire, je crois que c'est une belle histoire d'ailleurs. Pas du tout, je crois. C'est pas du tout une belle histoire. Je pense même que, en fait, c'est une histoire qui est assez cocasse. Vous allez comprendre. J'ai pas pris la pire, la plus sanglante, ne vous inquiétez pas.
a accepté. Des années plus tard, ma sœur et moi avions été choqués quand nous avions appris ça. C'était l'époque, une autre époque, disait-elle. Il n'empêche qu'elle ne l'a jamais vraiment digéré et que, après une dizaine d'années de mariage, elle avait du secrétariat à domicile. Le temps passe, et il passe vite. Nous le savons tous, et il est marqué par les étapes de la vie. La naissance des enfants, leur entrée à l'école maternelle, puis en primaire, puis en secondaire, ou à l'école des métiers, puis à l'université, tandis que d'autres prennent leur premier job, le mariage des enfants eux-mêmes, puis la naissance des petits-enfants, la retraite, puis la mort. Quand tout se passe bien et que l'on ne meurt pas inopinément à un âge où elle n'est pas attendue. Le temps est passé, les âges de la vie aussi. Jean meurt. C'est le matin, Jacqueline se réveille et est surprise de voir Jean, qui se lève toujours avant elle, encore là dans le lit, à côté d'elle, qui lui tourne le dos. Jacqueline se prépare à se lever, elle appelle Jean, il ne lui répond pas. Elle le secoue, il ne réagit pas. Jean est mort. Jacqueline ne se démonte pas et accueille la mort de son mari avec une certaine résilience. Après tout, à 90 ans, il a vécu et a bien vécu. Il a même mieux vécu que ce qu'elle croyait jusqu'à il y a quelques jours. C'est en début de semaine, comme tous les ans au début du printemps, le ramoneur se présente. C'est une obligation liée à l'assurance incendie que Jean n'oublie jamais de respecter. Cette année, Jean est absent quand le ramoneur arrive 2 jours plus tôt que prévu. J'étais dans le coin, je me suis dit que j'allais prendre un peu d'avance, ça vous dérange pas? Oh non, entrez, mais mon mari n'est pas là. D'habitude, c'est Jean qui accueille les ouvriers qui viennent travailler à la maison. Oh, pas grave, je connais l'endroit. Et le ramoneur se dirige vers la cave. Au bout de quelques minutes, il appelle Jacqueline. Madame, il y a une boîte derrière la cheminée, juste derrière la chaudière, je vous la donne, j'ai peur de l'abîmer. Une boîte? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je ne l'ai pas ouverte, tenez. Elle reçoit cette boîte qu'elle reconnaît. C'est une petite cassette en métal qu'elle croyait avoir perdue. Jacqueline est contente d'avoir retrouvé cette boîte, mais elle ne comprend pas ce qu'elle fait à la cave. Et encore moins ce qu'elle fait derrière la cheminée, où elle ne va jamais et où elle ne peut l'avoir oublié. Jacqueline ouvre la boîte. Jean est couché sur le lit. Jacqueline l'a vêtu de son plus beau costume. C'est là que les visiteurs viendront lui rendre un dernier hommage. Dans la dernière pièce où elle a fini sa vie. Leur dernière chambre. Depuis quelques années, ils dorment dans le salon du rez-de-chaussée pour qu'ils n'aient plus à monter les escaliers. Leur fils aîné leur a installé une douche dans la buanderie. Toute leur vie se déroule donc au rez-de-chaussée et il est devenu
cendres ou leur conservation dans un columbarium? Dispersion, répond Jacqueline avec empressement. Jacqueline choisit le cercueil qui sera brûlé en même temps que Jean. Vous souhaitez un office religieux? Non, Jean n'était pas croyant. On fera une petite cérémonie de départ alors. Ils ont l'habitude au crématorium. Souhaitez-vous prendre la parole à cette occasion? Non. Quelqu'un d'autre prendra-t-il la parole? Peut-être ma fille ou mon beau-fils, on verra. Je vais les prévenir. Ensuite vient le moment de choisir les faire-part et les cartes qui seront distribuées en souvenir de Jean, à qui viendra aux visites ou à l'enterrement. Puis Manon s'en va. Elle reviendra avec le cercueil. Jacqueline croit être dans une autre dimension. Son mari, Jean, toujours si attentif avec elle, toujours si gentil, toujours si prévenant. Jean a une double vie. Jean a une maîtresse, et pas n'importe laquelle, une amie en qui elle avait toute confiance. Jamais elle n'aurait pensé. Le ramoneur est parti et Jacqueline remet la boîte à sa place, là où le ramoneur lui a indiqué l'avoir trouvée. Elle décide de ne rien laisser paraître, mais prépare une vengeance à la mesure de la trahison. Jean rentre à la maison. Ça va chérie, tu as trouvé tout ce que tu voulais? Oh tiens, j'ai croisé Elisabeth, elle te remet le bonjour. Elisabeth, dans une quincaillerie, qu'est-ce qu'elle faisait là? Et Jean s'empêtre dans une explication oiseuse qui ne trompe pas Jacqueline maintenant qu'elle sait. Elle cherchait du matériel. Oui, c'est ça, du matériel pour le jardin. Ah bon? Elle n'est plus son jardinier. Si, mais elle a besoin d'outils pour les rosiers. Ah bon, elle a des rosiers maintenant. Elle m'avait dit qu'elle ne les aimait pas parce que c'était trop de travail et que les nouvelles roses ne sentaient même plus la rose. Oui, mais elle a trouvé une variété qui sent la rose. Certains ne comprennent pas ce qui les rend peu crédibles. C'est l'enchevêtrement d'explications dans lequel ils se vautrent. Jean aurait juste dit « Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» et c'était réglé. Ça aurait semblé bien plus convaincant. Mais c'est notre nature, quand on ment, on s'empêtre. Jean est mal à l'aise et Jacqueline jubile. Les pompes funèbres reviennent. Jean est déposé dans le cercueil sous le regard attentif de Jacqueline. Vous pouvez fermer le cercueil. Mais madame, vos enfants vont arriver, ils voudront le voir une dernière fois. C'est vrai, se dit Jacqueline, ils seront là dans une bonne heure. Vous avez raison, on fermera juste après alors. Allô docteur, j'ai un mort pour toi. Je pense que tu vas aimer, mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse la surprise. J'ai déjà envoyé le labo. C'est ainsi que le substitut du procureur, François, me requiert. Il me connaît de très longue date. Nous sommes entrés en même temps au service de la justice. Lui-même au parquet et moi en médecine légale. Nous avons fait notre première descente criminelle ensemble. Ça crée des liens. C'était pour un homme qui avait tué sa femme dans le jardin. Ça a été ma première photo dans un journal. Depuis, nous avons même passé des vacances ensemble. On m'a, à mon arrivée dans le village, je n'ai pas de mal à repérer la maison. Il y a une voiture de police devant, comme souvent, mais en plus, un des funéraires est déjà placé sur la maison. Je me dis qu'ils sont plutôt rapides dans le coin. À peine mort et déjà les pompes funèbres sont au travail. Bonjour docteur, le mort est dans sa chambre, mais je dois vous expliquer. Bonjour inspecteur, racontez-moi. Eh bien voilà, figurez-vous que... Jacqueline est rentrée, elle attend Jean qui fait son tour. Il est sûrement chez cette traînée d'Elisabeth, se dit-elle. Elle l'attend avec impatience, très calme, comme tous ceux qui ont pris une décision. Et celle qu'a pris Jacqueline n'est pas banale. Jean est à pied pour cette belle fin de matinée. Il tourne dans le coin de la rue. Jacqueline attend, elle est prête. Jean avance. Un chien aboie. Jacqueline le reconnaît, c'est celui du voisin, un ancien employé de la poste. Si le chien aboie, c'est que Jean va arriver. Il va ouvrir la porte d'entrée de la maison. Jacqueline l'attend, assise dans le vestibule. Les photos d'Elisabeth éparpillées devant elle par terre et sur le petit meuble du vestibule, sur lequel Jean dépose toujours son chapeau. Jean tourne la clé tandis que Jacqueline charge son arme. Le policier m'explique que les enfants sont arrivés et ont embrassé leur père défunt. Ils l'ont touché pour avoir un dernier contact avec lui à travers la mort. Il s'est accompagné du petit Paul, le dernier des petits-enfants. Le père l'a pris dans ses bras pour qu'il voie son papy une dernière fois. Papa, pourquoi il saigne, papy? Une tache de sang commençait effectivement à se dessiner sur la belle chemise toute blanche, juste à hauteur du cœur, à gauche du thorax. Jacqueline n'a même pas bronché. Après avoir enfilé mes fameux
gant de vaisselle jaune, aidé par les pompes funèbres, je fais placer le corps sur le lit. Il n'est pas bien lourd, Jean. Nous le déshabillons avec l'autorisation du labo, qui ne fera aucun prélèvement sur ses vêtements, qui ne sont, à l'évidence, pas ceux qu'il portait lors des faits, ce qui rend leur analyse inutile. Sur la chemise, une tache de sang de 6 cm de diamètre à hauteur de sa partie antérieure gauche, juste devant la région cardiaque. Je parcours le corps sans y relever la moindre lésion, en dehors de l'orifice d'entrée d'un projectile de petit calibre. Vu le diamètre de l'orifice, l'expert en balistique nous a rejoints. Il a la carabine de Jacqueline en main. C'est une carabine 22 long, soit une arme qui tire des projectiles de 5,58 mm de diamètre du petit calibre. L'orifice d'entrée est entouré d'une collerette érosive, due au frottement du projectile sur la peau lorsqu'il l'a perforée. J'ai l'entrée et elle correspond au calibre de l'arme. Il n'y a pas d'incrustation de grains de poudre autour de l'orifice, n'a pas de fumée non plus. On pourrait en déduire que le tir a été effectué à distance, soit à plus de 15 cm, mais ce n'est pas certain. En effet, Jean pouvait être habillé lors du tir. Dans ces conditions, ces éléments doivent se trouver sur son vêtement. Il faut donc le retrouver et l'analyser. Jacqueline ne cache rien aux enfants ni aux policiers appelés par les pompes funèbres qui étaient présentes lorsque la tache de sang est apparue. « Je n'ai rien à cacher, moi, contrairement à lui », déclare-t-elle. Elle nous remet la chemise, ou plutôt nous dit où la trouver, dans la poubelle. Heureusement que les ramasseurs ne sont pas encore passés. Et me voilà, la tête dans la poubelle de Jean et Jacqueline, à y trouver la chemise, que je ne tarde pas à trouver. C'est une chemise bleu clair, avec un beau trou, juste à hauteur de la région cardiaque, avec un peu de sang autour, mais aucune trace de poudre, ni de fumée. Le tir a eu lieu à distance, ce qui confirme la déclaration de Jacqueline. Un tir d'une belle précision, avec une telle arme. Je retourne ensuite le corps. Aucune lésion n'est visible. Il n'y a pas d'orifice de sortie, ce qui signifie que le projectile est encore à l'intérieur du corps. Le corps m'est amené au labo par les pompes funèbres. Je le passe à la radioscopie avant de réaliser l'autopsie, afin de m'assurer de l'endroit où se trouve le projectile. En effet, il n'est pas si simple d'en retrouver un si petit. Il est dans le dos, juste dans le prolongement oblique, vers le haut de l'orifice d'entrée, devant l'arc postérieur de la 4e côte gauche. En passant, je relève une fracture de la 6e côte gauche, à hauteur de l'orifice d'entrée, ce que me confirme l'autopsie sans révéler d'autres lésions. Ce genre d'inclinaison de la trajectoire du projectile peut confirmer que Jacqueline était bien assise lors du tir, comme elle l'a déclaré. J'ouvre le corps en suivant le protocole habituel, en commençant par le dos qui ne révèle aucune lésion, ce qui est normal puisque le projectile s'est arrêté devant une côte sans atteindre le dos. En face antérieure, je découvre que le projectile a traversé le thorax en fracturant la 6e côte gauche, a pénétré la péricarde, cette enveloppe fibreuse qui entoure le cœur, puis a traversé le ventricule gauche avant de traverser le poumon et de s'arrêter devant la 10e côte gauche sans la toucher. Le projectile de petit calibre est de faible capacité fulgurante à épuiser son énergie en traversant le corps, mais surtout en fracturant la côte. Le ventricule gauche s'est ouvert dans la cavité pleurale gauche, où plus de 2 litres de sang se sont écoulés, causant le décès. Vu la plaie, l'écoulement a été rapide mais beaucoup moins qu'avec un gros calibre et, contrairement aux idées véhiculées par les séries américaines qui montrent que la mort survient dès que l'on est touché par un projectile, il est vraisemblable que Jean a encore pu se déplacer avant de tomber à bout de force par un manque d'oxygène et qu'il a pu s'exprimer. Qu'a-t-il dit à Jacqueline? Nous ne le saurons jamais car Jacqueline gardera un silence obstiné à cet égard jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, dans un couvent où la justice lui a permis d'achever sa vie. Quant à Elisabeth, elle n'est pas venue à la mortuaire. Il faut dire que le jour de l'annonce de la mort de Jean, elle a reçu une photo par la poste, une photo d'elle, nue. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que elle est quand même assez atypique et pour vous la conter c'était au moins pas trop explicite et pas trop gore. Il y a quand même quelques explications mais ça va, je trouve que c'est pas
même une chemise un peu